En fait, le plan de Bauer, c'est ça. Donc c'est un papier que je peux vous passer, que j'ai jamais rien compris. Auquel Ouais. j'ai jamais rien compris. Je suis d'accord. Et voilà. Donc Et ça, c'est le papier, oui. alors c'est le papier fondateur, oui. En plus, il Oui. est paru de papier dans un journal d'IBM, interne d'IBM. Mhm. Il a dû se faire jeter de pas mal de journaux pour être arrivé dans ce journal obscur, non? Pas sûr, parce qu'en fait, tous ces gens étaient embauchés, Landauer et tous les gens dont on va parler un peu après, peut-être Buttiker, Thierry Martin, tous ces gens étaient à Bell Labs. Ouais. Attends, non, mais Bell Labs, c'était peut-être pas IBM. Non, Non, c'est deux concurrents. mais il y avait pas mal qu'ils ont effectivement, il y a pas mal qu'ils ont publié là-dedans, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est bizarre. Mais, oui, effectivement. Alors, oui, oui. Alors là, si on regarde l'abstract, moi je comprends pas bien ce qu'il raconte dans son bazar. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est la dernière phrase où il vous explique que si on prend un truc qui est complètement réfléchissant avec un coefficient R, on a une résistance qui vaut R sur 1 moins R. Alors en fait, le problème, c'est que si on met R égale 0, on sait pas ça qu'on a une résistance qui est nulle. Bon, en gros, c'est à peu près le seul truc qu'on peut comprendre simplement de ce truc-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, parce qu'en gros, si vous prenez une résistance nulle, mesurez une résistance nulle, bon, c'est pas complètement intuitif, ce genre de choses. Alors, bon, évidemment, la question... On peut peut-être dire depuis le début que c'est plus ou moins faux, ça. Et c'est plus ou moins faux. On va dire que depuis, on a réalisé que c'est faux. Donc ça, c'est de réflexion. Donc réflexion, oui, donc... mais en gros, on n'a plus maintenant, dans la version moderne, on n'a plus le R dans le numérateur. Je pense, c'est ça. Alors ça, c'est un problème qu'on verra un petit peu. Alors, je ne sais pas si on ira jusque-là dans ce que je veux dire, je pense que Rob l'expliquera mieux, mais c'est un problème assez important, mais qui est intéressant par exemple, pour Luan, parce qu'on verra que on trouve cette formule dans les féoles, quand on mesure le Shubnikov, on trouve bien R1 moins R, c'est pour ça que le Shubnikov s'annule quand tu es dans le plateau de Hall. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne trouve quand tu fais du Lander 2 points, tu trouves bien des plateaux, tu ne trouves pas le R égale 0. Par contre, tu le trouves dans le Shubnikov quand tu fais du 4 points, effectivement, le Shubnikov, tu as bien le R égale 0 sur les plateaux. Et alors, par contre, le problème va être très, très prégnant pour toi, Boris, parce que je ne sais pas ce qu'on mesure exactement dans ton cas. Et alors, ma tablette est bloquée. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Non, j'ai plus le stylo, qu'est-ce qui lui arrive? Mais même j'ai lu un petit résumé de Landauer où il dit que son formule connue n'est pas dans ce papier, même si tout le monde cite ce papier. En fait, le point de ce papier, c'est que toutes les particules passent, mais tu as quand même une résistance. Tu as quand même, la conductance n'est pas infinie. Et donc les gens étaient tellement choqués par ça, ils ont toujours mis le facteur qui faisait que quand il y avait une transmission parfaite, infinie, ça veut dire résistance nulle. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour cette histoire de résistance de contact. Ce n'est pas le fil lui-même, c'est le fait que c'est couplé à un truc macroscopique. Et c'est le point où le couplage est fait. La seule chose, je vais peut-être dire ici... Attends, maintenant que ça remarche, vas-y, attends. Reprends le crayon de Rob, parce que maintenant que ça remarche... Hop, hop. Attends, hop, donc le seul, bon, je vais essayer de vite refaire le dessin qui est là-bas. Voilà, on va voir comment ça marche. C'est que voilà, hop, voilà. S. Merde, il y a un faux contact là. Il y a un faux contact. Peut-être si je me déplace un peu. Non, mais il y a un petit faux contact là. Là, c'est pas dedans. Là, c'est pas dedans. Oh, vas-y, Maurice. Faut bien enfoncer la protection qui nous emmerde un peu des fois. Donc, ça enregistre, je sais pas. Oui. Oui. Supprimer, c'est pas grave. Supprimer, tu reviens en arrière là-dessus. Donc, ça c'est mu1, ça c'est mu2. Je vais simplement dire que effectivement, on a plein d'électrons ici. Ils traversent le scatter de façon élastique, comme on le dit. La seule chose que je vais dire, c'est que je vais peut-être pas dire que ça relaxe immédiatement. En fait, l'idée, c'est que la région où il y a le scattering est suffisamment petite qu'on peut négliger les relaxations dedans.
Mais le réservoir est tellement grand qu'éventuellement ça va relaxer. Donc moi j'ai plutôt envie de dire comment on supprime. Ici c'est peut-être ça. Oui, voilà, c'est celui-là. Et après le crayon c'est celui-là. Voilà. Je vais plutôt dire ça va avoir la tendance de continuer et à une distance qu'on peut calculer, ça va relaxer. Mais une distance qui va typiquement être plus grande que le scatterer. Donc, donc on a l'idée de cette séparation d'échelle, que la relaxation c'est sur une échelle longue. Et la raison qu'on peut traiter ça comme... Parce qu'en fait, tout est non local dans les systèmes comme ça. Donc, l'endroit où il y a le changement de potentiel, qui est au bord du scatterer ici, n'est pas nécessairement parce que les électrons, parce que l'interaction électron-phonon ou électron-électron est faible, ça ne veut pas dire que les électrons relaxent à ce moment-là. Il fallait beaucoup plus loin avant de relaxer. Et jusqu'à très récemment, on s'en fichait parce qu'on n'était pas capable de voir la différence, parce que le réservoir est très grand et par le temps qu'on mesure quelque chose avec un détecteur quelconque. Mais maintenant, il y a des jolies expériences faites par Elie Zeldorf à Weizmann, où il vient avec un tip, avec un thermomètre au bout. Et après, il peut vraiment voir qu'on met une structure nanoscopique et on a un réservoir qui est des électrons en 2 dimensions et on peut vraiment scanner sur la surface et voir que tout un nuage de les endroits. Donc lui il mesure la température des phonons. Donc il voit donc il y a un nuage de phonons un peu plus chaud que le substrat. Et la taille de cette nuage, c'est à peu près la taille de l'échelle sur laquelle les électrons, ils ont beaucoup d'énergie, ça donne de l'énergie aux phonons et ça chauffe un petit peu les phonons. Et je sais pas, ça dépend beaucoup de le matériel, parce que ça c'est des choses, les couplages électron-phonon et tout ça, c'est super compliqué, ça dépend beaucoup. Mais j'ai pas amené mon ordi parce que c'était déchargé. Mais je peux montrer des jolis dessins où il y a un contact ponctuel comme ça et il y a un grand nuage comme ça de la zone, mais je ne me souviens pas de l'échelle, mais l'échelle est beaucoup plus grande que la taille de le contact ponctuel, c'est clair. Ça doit être dans les... donc la résolution c'est une centaine de nanomètres de son point, donc je pense que ça doit être ça doit être de l'ordre d'un micron en fonction de plein de températures, parce que aussi cette relaxation c'est bon, voilà, donc c'est juste un point. Et après il a les jolis trucs, après je vais arrêter là-dessus, quand on met un champ magnétique on voit que le truc il est déformé comme ça parce qu'il y a ça tourne un peu dans le champ magnétique et des choses comme ça, donc on peut faire des jolis trucs comme ça. Donc jusqu'à très récemment on s'en fichait de où s'était passée cette relaxation, et probablement pour vous aussi vous allez vous en ficher, mais c'est vrai que si on met un thermomètre très près, un qui bouge ou même un qui ne bouge pas, si vous avez une technique de thermométrie, on peut peut-être se poser la question, mais c'est juste... il y avait des gens qui avaient regardé ça dans les états de bord, tu sais, savoir... donc, oui, ça relaxe dans un état de bord. Il avait un papier en Nature, donc ça c'est juste dans les 2 decks, il avait un papier en Nature dans des états de bord dans du graphène, où il voyait que c'était même pas un joli truc simple comme ça, mais en fait c'était des trucs ponctuels où il y avait toute la relaxation. Il y avait un argument qu'en fait la relaxation était bloquée s'il n'y avait pas une impurity. Il y a un argument de je suis pas et donc il y avait besoin l'électron avait besoin de scatter. Si ça, la section efficace pour interagir avec un phonon tout seul était assez petit, mais si tu avais aussi une impurity sur le bord, donc poussière ou on ne sait pas quoi, donc c'est ça qu'ils ont deviné, parce qu'ils voyaient à des moments, ils ne savaient pas pourquoi, à des endroits, toute la réaction était en train de se passer, ou beaucoup étaient en train de se passer. Peut-être pas tous, parce que tu pouvais avoir plusieurs points chauds sur un état de bord. Donc ils ont imaginé que c'était à cause des impuretés ou des déformations ou quelque chose à cet endroit-là. Et il y avait une théorie
j'ai oublié. Mais, pour dire que oui, peut-être la section efficace électron-phonon dans un état de Bohr, dans du graphène, c'était un peu bizarre. Et en fait, c'était assez petit. Mais le moment où il y avait aussi, parce que c'est toujours les problèmes, les détails, mais toujours les problèmes, on doit respecter la conservation d'énergie et la conservation de moment. Comment dire en bon français? Moment, voilà. Donc, et si les formules sont un peu bizarres, on peut avoir un endroit où c'est très difficile de respecter les deux. Mais si on a aussi une impurity, on a aussi des scatterings sur l'impurity qui changent le moment sans changer l'énergie. Donc ça peut faire que voilà, ça peut faire que c'est plus bon. Donc c'est tout un domaine sur lequel les gens travaillent à ce moment. Voilà. Mais l'idée est toujours qu'en fait cette scatter est suffisamment petit que tous ces effets de relaxation ou d'autres effets d'interaction, parce que c'est une théorie. La théorie de Landau, c'est une théorie pour les particules sans interaction. Donc l'idée, c'est qu'on sait que les particules sont en interaction, mais s'ils arrivent à traverser cette zone suffisamment rapidement que les interactions n'ont pas le temps de jouer pendant cette tombe, on peut les négliger. Et ça, c'est toute une question de à quel point, comme tu as dit, quand tu as un fil trop long, tu as plein de choses. Si tu as 2 points de contact, tu fais un boîte quantique, tu as des effets de charge de Coulomb. Et ça te pousse dans un autre régime où la théorie de Landau, ça marche beaucoup moins bien. Parce qu'il y a les effets d'interaction entre les électrons. Donc il y a un truc intéressant par contre, et que je ne connais pas bien, c'est, tu vois, par rapport à ce que fait Boris, c'est le problème de symétrie de ces matrices. Si tu veux, par exemple. Alors, il y a une question bête qu'on se pose avec Boris, qui est très très bête, mais est-ce qu'une matrice peut être asymétrique ou pas fondamentalement, si tu veux. Ça, c'est une question qu'on se pose avec Boris, parce que tu vois, comme on veut faire un truc qui rectifie, c'est-à-dire le transport thermique d'un sens et dans l'autre. La question qui se pose, alors très classiquement, tu peux imaginer, ça Olivier a fait des problèmes de billard, tu vois. Si tu as un billard avec des triangles dans un sens et dans l'autre, tu as un courant qui est asymétrique quand tu lances des billes. Ça, c'est classique. Est-ce que tu peux imaginer que ta matrice S soit asymétrique? D'abord, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, asymétrique pour une matrice. En gros, si tu es quantique, est-ce que tu peux imaginer un truc qui redresse quantiquement, si tu veux? Est-ce qu'il peut savoir où est sa droite, où est sa gauche, un système? Donc moi, je reviens à la truc classique. Si je fais ça, on va passer à un nouveau page. Tu appuies sur plus. Ah, plus, voilà. On doit voir. Il y a des autres choses à discuter sur le diagramme ici avant de passer sur les symétries. Je voulais juste refaire le calcul du quantum de conductance thermique, juste pour le remettre au point. Pour Boris, j'en ai pour 5 minutes, si tu veux, juste pour refaire ça. Ça marche. C'est plus logique de continuer comme ça, et après on peut revenir sur les questions de symétrie, des choses comme ça. Oui. Donc juste pour que ça soit mis au point. Par contre, moi, contrairement à toi, je dois les lunettes. Oui, moi je pense que je dois acheter. Je suis désolé, ça fait ça fait un peu le... Dans la... donc, mais bon, maintenant, peut-être avant de voir ça, j'arrive à voir bien, mais le matin et le soir, je voir bien. C'est vraiment... Donc, alors, le problème tout de suite qu'on va voir pour Boris, c'est que moi, le seul truc que j'ai trouvé pour le calcul de la conductance dans un fil, c'est que pour moi, c'est la conductance dans un fil. C'est-à-dire que moi, ce que je sais calculer, c'est la conductance là-dedans. J'ai pas du tout l'approche de Landauer avec des réserves. J'ai pas trouvé ça. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la conductance dans ce machin. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Donc on a des modes quantifiés dans 2 directions. Donc dans 2 directions. Donc pourquoi il clignote ce machin? C'est moi ou c'est lui qui clignote? C'est peut-être le faux contact. Bon,
Donc les modes quantifiés qu'on a, donc c'est on l'a quantifié en KX, qui est simplement n, m pi sur a. Mhm. On va considérer en KY, on va dire que c'est n pi sur a. Alors donc le a c'est simplement la section. Hein. Ouais. Donc, donc X et Y sont des directions perpendiculaires. Voilà. Oui. C'est un tube, hein, c'est Oui, comme ça. voilà, c'est un tube. Et puis on a KZ continu. Ouais, oui, un truc avec une section carrée. Voilà, On fait c'est le ça. maths de façon simple. Oui. Voilà, exactement. Et après, Continue. c'est la physique des guides d'ondes que vous avez Exactement. probablement appris dans un cours d'électromagnétisme à un Exactement. moment donné. Tout à fait. Mais Je pense, quand j'étais ouais, en première moi, année. j'ai appris ça dans un cours d'électromagnétisme. Mais je sais pas. Ça vous dit quelque chose, les guides d'ondes? Alors l'approximation de Debye. Alors ça simplifie les choses parce qu'on n'a que des trucs linéaires du coup. C'est-à-dire qu'on pose oméga égale ck. Donc c c'est la vitesse du son. Hein. Donc c'est c fois m pi sur a au carré plus n pi sur a au carré plus kz au carré avec une belle racine carrée. Pouf. Et ça me donne ça. Bon, ça c'est juste la fréquence. Hein. Et puis la quantité de chaleur qui est transportée. La quantité de chaleur transportée. On peut l'écrire simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un 1 sur 2 pi, mais c'est pas grave, on va le mettre. Alors, je ne sais pas si c'est moi, si c'est lui, si c'est qui, mais... Je commence à sérieux m'énerver. On peut essayer de poser sur quelque chose, peut-être ça va. Ouais, Ça va. Ah, Pierre. Ouais, donc on doit absolument pas. Donc on doit faire l'inverse. On doit mettre quelque chose sous le puits suivant. Bon. Donc le 1 sur 2 pi, je sais pas ce qui est, mais sur tous les modes M et N. Et puis après l'intégrer sur tous les modes, sur tous les oméga pour avoir bien toute la somme sur tous les oméga. Donc on somme sur les oméga. H bar oméga, c'est la quantité, l'énergie transportée. Et puis on a ici donc une distribution F de oméga à la température T1, qui est celle qui est d'un côté. Mais en fait, ça devrait s'éteindre si je... Il s'éteint pas, lui. Normalement, s'il se débranche, il devrait s'éteindre et il s'éteint pas. Donc, je vais... Moins F de oméga à la température T2, qui est l'autre bout de mon échantillon. Donc j'ai une température T1 et une température T2 ici. Ok, donc ça c'est assez simple jusque là. Là je crois qu'il me cherche ce truc. Et il s'éteint. Ah oui. Ah oui. Effectivement, sur mon téléphone, c'est un peu la même chose. On va voir. Bon, ça va être super d'écouter cette vidéo où on passe notre temps à dire oui, ça marche, non, ça marche. Je fais rien, peut-être que Boris a trouvé la Parce solution. qu'en plus, sur la vidéo, j'imagine ça marche tout le temps parce que eux, ils voient qu'est-ce qu'il y a. Ouais, sur, Ouais, il voit l'écran. Ouais. On touche plus à rien. Bon, donc en fait, on est arrivé à ce point. Ouais, très bien, c'est pour trouver la solution. On est arrivé au point où, bon, ça c'est relativement simple. Donc on a ici la somme sur tous les modes, l'intégrale sur les énergies et la différence des populations entre le côté chaud et le côté froid. Donc ça, c'est très simple. Alors on va peut-être enlever la coque comme je le suggère. Ouais, mais je pense que c'est pas le cas. Non, c'était pas la coque. J'ai un autre adaptateur dans mon tiroir éventuellement. Bon. Alors une fois qu'on en est là, ce qu'on peut faire, c'est simplement pour des delta t petits,
on peut simplement faire un développement limité de ce truc-là. Et ce qu'on va écrire, c'est que c'est pas d'accord, donc je vais chercher l'autre adaptateur que j'ai chez moi, mais je pense que c'est même, je pense que c'est que f de oméga t1 moins f de oméga t2 c'est égal à df sur dt de t2 moins t. Ok. Et puis l'intégration, on va la faire entre quoi et quoi. On va prendre les deux bandes suivantes. On va les faire entre oméga nm. Donc le plus petit, ça va être c de m c fois m pi sur a au carré plus n pi sur a au carré avec une racine carrée et jusqu'à oméga max. On verra ce qu'il fait. On va intégrer avec en fait, on va prendre oméga max infini à la fin du calcul. Mais en fait, l'intégrale va être dominée par des choses de l'ordre de température. Ouais, en fait, Parce que le df par dt va être piqué autour de va décroître assez vite. à haute énergie. Parce que ça va être un facteur de Boltzmann ou si c'est des fermions, c'est un facteur de Fermi, mais ça, on sait que ça va décroître à haute énergie. Donc finalement, c'est très répandu qu'on peut juste prendre une limite supérieure à l'infini parce que l'intégrale est dominée par. Ça décroît exponentiellement, donc on reste tout à fait, voilà, sauf si tu es à très haute température qui est l'ordre de ton oméga max, que je ne sais pas c'est quoi l'oméga max. En fait, à la fin, on va le prendre à l'infini, tout à fait. C'était ici. Voilà, voilà. Exactement. Voilà. Donc c'est linearize. Donc ça c'est une partie de la réponse. Donc on peut repartir de cette équation là où on n'a rien linéarisé. Et pour les phonons, je ne sais pas exactement comment on doit faire ça d'une façon logique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que très régulièrement, donc pour les électrons, j'ai un peu d'expérience à faire des choses comme ça. Pour les électrons. Donc pour les électrons, typiquement, c'est un peu, oui, on a déjà simplifié un petit peu ici, parce qu'on a pris cette file déjà. Et moi, j'ai plutôt en tête un truc plus compliqué. C'est la charge que tu transportes. Voilà, c'est la charge que tu transportes. Ça, c'est les fonctions de Fermi. Et ton. Oui, et ton formule ici n'est pas exactement la même parce que c'est pas linéaire en cas, c'est quadratique. Donc, effectivement, il y a plein de petits détails réglés, mais je pense qu'on peut faire les deux calculs côte à côte. Boum, 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 boum. Et si on n'a pas fait une erreur, on va retrouver un joli escalier avec les fermions. Et la question, c'est si on va trouver un escalier ou pas avec des phonons. Ah, c'est joli si on fait les deux calculs en parallèle et qu'on montre ça. Ouais. Et donc, effectivement. Ah non, Non, je réfléchis. tu vois les paroles de Rob, je dors. Bon, voilà. Et ça, c'est un très beau truc, là, ça me donne bonne idée. Oui, non, mais ça ça, un c'est. jour, Rob, Pardon? tu feras ça après les vacances? Oui, je vais trouver un moment de le faire, oui. On le fait ensemble, si tu veux. Je t'encouragerai si tu veux. Oui, non, mais absolument, non, mais je vais le. Ça serait peut-être un calcul. Je vais trouver. Peut-être ça, mon livre aussi. Peut-être ça. Non, mais je vais. Bon, après, c'est. Je vois même pas à quel moment j'ai des vacances. Bon, j'ai des vacances, c'est-à-dire dans le sens que j'ai des invités qui viennent chez nous, des amis du lycée qui viennent nous rendre visite la semaine. C'est déjà la semaine prochaine? Non, c'est le.
Bah, c'est bien, écoute. Pour une semaine, donc ça c'est clair que je ne vais pas travailler. Mais le reste du temps, je n'arrive même pas à voir, il y a tellement de choses à faire. C'est affreux ce truc d'écrire un HDR. C'est vraiment... C'est pas affreux, écoute, regarde les écrivains, imagine Joyce quand il a écrit Ulysse, tu te rends compte du nombre de pages que ça fait? Ouais. Et en plus personne ne le lit, alors tu vois. Voilà. Mais Est-ce que oui. tu l'as lu au moins? J'ai le livre, j'ai essayé de le lire. C'est mal parti quand tu dis j'ai le livre, c'est mal parti. C'est vraiment illisible, assez alors impénétrable, oui. Il paraît que c'est illisible. Mais bon, moi je suis censé être sur les premiers chapitres qui sont pas... Parce qu'il y a des chapitres où tout est écrit dans un argot irlandais qu'on ne connaît pas. Il y a des autres chapitres qui Un sont argot écrits... irlandais que tu connais pas. Tu connais pas l'argot irlandais? qui sont dans un... Il n'y a aucune ponctuation, donc tous les Ah ouais? chapitres c'est en seule phrase, il y a plein de choses comme ça. Maintenant, au début, le premier chapitre c'est... Mais le premier chapitre, je pense que je suis trop vieux maintenant, parce que quand j'étais adolescent, j'étais un peu... C'est tout autour des dieux grecs. Et j'ai oublié tout ça. Je pense que quand j'avais 14 ans, je connaissais tous les dieux grecs et un petit peu les histoires de chaque dieu et tout ça. Mais maintenant... Zéro, donc il y a plein de noms que je comprends rien. J'avais lu les Dubliners. Oui, mais il y a les autres romans de lui qui sont très bien. Tu sais qu'il avait fait à Paris, hein. Tu étais allé voir la fameuse librairie Non, Shakespeare jamais. et compagnie, Non. Donc, c'est les deux lesbiennes qui tenaient ça, là, à l'époque, c'était scandaleux, il y avait tous les écrivains américains qui étaient qui étaient, oui, il y a... qui n'étaient pas édités je aux pense, États-Unis, oui, il y a et- Lady Chatterley de... Ouais. Puis il y avait aussi Nabokov qui traînait là-bas, il y avait tous les gens qui étaient internés aux États-Unis. Ah, mais c'est bien l'HDM qui marche pas. C'est ça qui était. Bon. Bon, merci Qu'est-ce beaucoup, que Rob. je vais peut-être... Donc alors, on va mettre... alors, on va dire qu'on a trois modes de polarisation. Bon, ça c'est pas... Je les mets pour faire joli, hein, mais en fait, les préfacteurs, vous savez que c'est pas un truc qui me passionne. Donc ça nous donne Q est égal à 3 sur 2pi. Donc on a une somme sur n et m. Il nous reste l'intégrale de h bar oméga. On a un df sur dt. Et puis il nous reste un t2 moins t1 d oméga. Ok. Et puis f, bon, vous savez ce que c'est. C'est 1 sur exponentielle de bêta h bar oméga moins 1. C'est ça? Bon, ça doit être ça. Et si on dérive ce truc, Il manque pas un T dans ton F? les bêta c'est 1 sur kt, non? Ah oui. Donc si on dérive, ça nous fait que df sur dt. C'est égal à h bar oméga sur kt carré exponentielle de h bar de bêta h bar oméga sur exponentielle de bêta h bar oméga plus 1 au carré. Donc pour oméga très grande, Pour oméga grand, ça décroisse comme voilà, en fait, E puissance voilà, moins bêta voilà. h oméga. Donc ça décroisse exponentiellement. Et il y a le préfacteur qui, donc en gros, c'est un truc qui monte linéairement avec oméga à pas énergie, Et puis après, ça décroisse pique, exponentiellement avec un boss au milieu à voir exactement. Exactement. Alors si on remet tout ça ensemble, donc je vous l'écris juste pour tout ça ensemble, on trouve, alors j'ai enlevé tous les machins, vous trouvez un truc qui vaut 3 sur 2pi, vous gardez votre somme, vous gardez votre intégrale et il vous reste, alors je remets tout, h bar sur oméga sur, et il vous reste un h bar oméga, donc là il n'y a pas de sur rien, sur kt carré, donc je remets juste tout ce qu'on trouve là, et il vous reste dessus un exponentiel de bêta h bar oméga sur exponentielle de bêta h bar oméga plus 1 au carré, moins 1 pardon. C'est les moins 1, c'est les plus 1. C'est tous les moins 1, excusez-moi.
Là, je me suis trompé aussi, c'est un moins 1, c'est Non, des c'est bosons. moins 1, oui, oui. C'est des bosons, donc c'est un moins C'est un 1. plus 1 pour les fermions. Voilà, donc c'est mieux d oméga. Et alors là, si vous faites un changement de variable, vous posez grand X égale h bar oméga sur kt. D'accord, en posant ce changement de variable. Alors, vous posez ensuite, alors ce qui peut être intéressant, c'est poser, comme disait Rob, vous posez oméga max tend vers l'infini. Alors pour la raison qu'il dit, hein, de toute façon ça décroît très vite, donc vous pouvez le porter à l'infini sans problème. Et puis vous pouvez poser aussi de la même façon qu'il a dit, comme de toute façon ça part très bas, vous pouvez aussi mettre oméga nm, vous pouvez tendre le départ à 0. Vous pouvez intégrer en fait de 0 à l'infini, ça ne change pas grand chose parce que ce qui se passe d'intéressant c'est au milieu des deux en fait. Mais pour ça, tu peux mettre à l'intérieur de l'integral parce que une transmission qui fait que parce que tu as un oméga minimum qui est qu'est-ce que tu avais calculé juste avant. Oui, qui en fait était donné par la largeur le du mode le mode minimum, fondamental. ouais, Ouais. le mode fondamental. Ouais. Donc, Ouais, mais si tu prends ton oméga vers moins infinity, tu dois mettre les fonctions de θ Non, le oméga. Non, je le mets à 0. Je le mets à 0. Ah, à 0. Oui, c'est pas l'infini, Ah, c'est oui, 0, oui, excuse-moi, oui, c'est mal écrit. Non, je le mets pas à moins l'infini. Ouais, À moins l'infini, ça déconne. ouais, Non, je le mets à 0, excuse-moi. Ouais. Non, c'est juste pour. En fait, comme ta fonction elle part comme ça, si tu veux, tu peux la ramener à 0, ça te fait juste un petit peu. Ouais, c'est sûr, si tu as un seul mode, tu peux Voilà. mettre le 0 au début de quand tu commences Voilà. à l'épuisement d'énergie de transmettre. C'est ça que je fais toujours. Est-ce qu'on peut faire ça? Peut-être pas. Bon. Non, Moi, je mets un petit doute sur cette zéro, D'accord, mais on ok. va continuer parce que ça va peut-être pas entrer dans les... Mais alors ce qui est important là quand même dans le changement de variable, ce qui est important c'est de voir qu'en fait, ce qui est important c'est que là, c'est là que va apparaître le t en fait, parce que si vous refaites le calcul, de ce changement de variable ici, ce que vous voyez c'est que vous allez avoir donc vous posez ici un d oméga, vous faites un changement de variable de h bar oméga sur kt. Si vous regardez ici, c'est là que vous faites apparaître un t en plus, et c'est pour ça que vous allez avoir ici à la fin. Ça va vous donner un terme qui va vous donner un 3k carré sur 2 pi h bar. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant, mais il vous reste un t ici, fois une intégrale de x2 exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Bon, ça, c'est un nombre maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on l'intégrale entre 0 et l'infini. Donc, ce terme-là, c'est lui qui vient là, et ce terme-là, c'est lui. Puis ça, c'est un nombre, à partir de maintenant, c'est un nombre, donc on s'en fiche. Mais ce t-là, il vient du changement de variable ici. Il vient de ça. C'est pour ça qu'on a un t qui nous reste ici. Donc en fait, il vient du fait que quand vous faites le changement de variable, à un moment, vous êtes obligé de rajouter un t pour obtenir ici le kt sur h bar quand vous faites le changement de variable sur le d oméga. Et donc il vous reste un t que vous n'aviez pas quand vous aviez des fermions. Et là, par contre, sur des bosons, il vous reste un t. Donc le plateau dépend de la température. D'accord. Et vous trouvez à ce moment-là que le plateau de conductance, le kappa thermique, il vaut 3. Il faut l'inverser si on est en conductance. Le kappa thermique, il vaut pi carré k carré t sur 3h. Voilà. Et alors, pardon, excusez-moi. La question maintenant, c'est est-ce que ce truc a été vu ou pas? Donc voilà, c'est toute la question qu'on peut se poser. Alors, la grosse différence que vous voyez quand même... Hein? Le T, il est pas en bas. Le T n'est pas en bas. Non, parce que j'ai inversé... Alors, attends. Oui, c'est... Il est en bas, le T. Non, peut-être il est en... Parce qu'il y a l'intégrale sur oméga qui va venir un intégral sur t fois x. Non, le T Donc est en c'est haut. peut-être t en haut. Le T est en Mais haut. je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit. Mais, Attends, je l'ai recalculé tout à l'heure, je crois que le T est bien en haut. Attends, on peut refaire le chemin de variable si tu veux. En dimension, on a énergie. Parce que là, tu vas tirer un truc pour faire ton chemin de variable. Tu vas... Oui, non, les dimensions sont bonnes. Donc, ce que je disais sur ce truc-là, c'est que
par rapport au petit modèle de Landauer, ce à quoi il faut faire attention, c'est que si je reviens à ce modèle-là, qu'on avait tout à l'heure, avec les réservoirs ici, nous, ce qu'on a calculé, c'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'on a calculé ici cette matrice de 4. On n'a absolument pas calculé ça. Donc en fait, c'est pas du tout dit qu'on va mesurer ça quand on va faire une vraie mesure. En particulier, d'abord, le problème des réservoirs, c'est qu'ici on a des bosons. Donc je sais pas trop ce que c'est qu'un corps noir avec des bosons. Enfin, j'ai pas de souvenir de ça. Peut-être qu'on l'apprend à l'école, mais je sais pas trop. Et puis ici, les fils indés, savoir ce que c'est que des modes indés. Enfin, je veux dire, ils vont pas être du tout. Parce qu'en fait, les fermions, ils sont quand même sympas parce que les fermions, ils nous préparent. Ce qui est magique dans les fermions, enfin, c'est sympa les fermions, c'est que les fermions, ils nous préparent un état vachement bien, c'est qu'ils nous peuplent un électron jusqu'au niveau de Fermi. Donc on a des fils où la fonction de Fermi nous met un électron tranquillement jusqu'au dernier niveau et on est sûr d'en avoir un par niveau. Et ils nous envoient ça dans les fils gentiment. Donc ça arrive sur le point de contact et ça marche. Alors qu'avec des bosons, c'est le merdier total, parce que d'abord, ils peuvent apparaître et disparaître, ce qui déjà n'est pas très sympa. Et ensuite, on sait statistiquement combien on en a, mais on ne sait pas, tiens, je te laisse la place. On ne sait pas du tout... alors, tiens, je te laisse la tablette, je vais peut-être juste écrire, je réalise, il y a un formule qui manque pour que c'est complet. Ouais. C'est juste quand on va dire qu'on va définir que... Ah, pourquoi ça marche pas? Oui, non, ça marche. Ah oui, non, parce qu'il faut que tu appuies, c'est celui-là. Oui, vas-y. Oui, non, mais Q, ici, on va définir le K qui est en bas comme T2 moins T1. Donc ça, c'est notre définition de le K qui est ici. C'est pour ça qu'il y a les facteurs de T2 moins T1 qui ont disparu en bas de la... Ah, c'est parce que j'ai écrit en vert et on voit pas je vois pas de couleur. Comment on change de couleur? Non, mais oui, mais comment on peut changer la couleur de tout le texte que j'avais écrit? Non, je dois le supprimer. Hop, c'est celui-là. Oh, là, il est un peu... Non, c'est la gomme. C'est là, la gomme. Mais en fait, il y a des... Alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a un truc qui est... Mais comment je... Alors, ça, c'est bizarre. Attends, je vais... effacer, plein de choses. Alors, il y a des trucs qui sont plus simples pour... à des propriétés que je ne vous ai pas expliquées, mais par exemple, pour faire la différence entre les bosons et les fermions, il y a une propriété qui est vachement plus facile, qui est celle de mesurer du bruit. Parce qu'à ce moment-là, sur les fermions et les bosons, on voit... Q est égal à K fois T2 moins T1. Donc ça, c'est le cas qu'on a calculé ici. Donc à un moment donné, qu'on a fait le... Oui, donc on a pris tout ça. On a pris ça à l'extérieur. Et on a pris tout le reste, on a appelé ça K. Oui. Voilà, c'est juste pour compléter. C'est pour moi évident, mais juste pour compléter. Et donc la propriété, en fait, là où on voit le mieux, je pense, la différence, fermé au boson, c'est là où on connaît mieux la différence. En fait, c'est si on mesure du bruit, parce que là, le résultat est connu, ce qu'on appelle le bunching et l'anti-bunching sur des fourneaux et des fermions. Ça, c'est connu et ça a été mesuré. Par contre, sur le transport, bizarrement, ça n'a pas été mesuré, parce que le boson le plus connu, c'est quand même le photon. Et là, on a des résultats sur les photons. Sur les phonons, on n'a pas beaucoup. Par exemple, il y a un truc que j'aimerais bien voir, mais qui n'a pas été fait, c'est la localisation des phonons, par exemple. Mais ça, je crois que ça n'a pas été tellement fait. Ouais. Donc, oui, donc pour revenir sur qu'est-ce que tu as dit, ça, où tu as resté au premier ordre, donc c'est la même logique pour moi, c'est que tu as un courant maintenant de chaleur qui est proportionnel à une différence de température. C'est pas la magnitude de la différence de température, c'est vraiment la différence de température. Tu as déjà à ce moment-là dit je suis dans le régime linéaire, je calcule le préfacteur qui est un constant de proportionnalité. Et si je prends T1 plus grande que T2 ou T2 plus petit que T1, je vais toujours voir exactement le même. Ça va être le delta T va changer de signe et je vais voir un courant qui est proportionnel à ça parce que je reste dans le régime. C'est où je fais l'approximation? Ah oui, c'était la page avant. Donc,
si on revient sur ça pour voir si on peut voir les plateaux, c'est un calcul que j'ai voulu faire plusieurs fois, j'ai jamais eu le temps de le faire, donc c'est l'occasion. je vais pas essayer de faire avant vous. Mais en gros, l'idée c'est que si je réécris ça, attends, Tu vas je partir vais en le vacances en note. Angleterre. Non, je viens de rentrer en fait. Mais moi, j'ai pas le droit aux vacances cet été. Je suis en train d'essayer de faire écrire mon habilitation après. J'ai dû le faire il y a une quinzaine d'années. Mais... Pardon? C'est quand tu soutiens ton habilitation? Normalement, je suis en train d'essayer d'organiser ça pour novembre. Pour novembre? Ouais, donc Cool. je dois l'écrire Après, cet tu passes été. DR, donc avant de passer DR, il faut que tu finisses quelque chose. Si j'avais que ça. Je suis déjà trop vieux pour passer DR apparemment. Oui, non. Donc, qu'est-ce que vous voulez Oui, écrire? maintenant, t'es K français, égale donc, c'est A. Bon, je vais oublier tous les préfacteurs. Et je vais juste mettre c'est cool. intégrale x carré. T'as vu, on peut la dire chez moi, j'ai acheté 10 € Donc, sur Amazon. euh, Sur Amazon, dans une enveloppe, ça ne trouve pas du tout homologué. Il y a marqué ni langue française ni langue européenne. donc on avait k égale a intégrale C'est bien, nous, ce que x fait carré Chez nous, x sur x moins Ouais, 1 ton chat, carré plusieurs fois. dx. Cherche à choper tout ça. Donc en gros ça c'est une fonction qui ressemble à ça. C'est quoi? Oula, mal fait. Mais c'est quadratique en x à petit x et après il y a un pic et ça vient exponentiel e moins x à grand x et x carré à petit x. C'est garanti que c'est exilé sur l'exponentielle. Donc maintenant, qu'est-ce que je prétends, c'est qu'en fait, si on a plusieurs... Donc, on est d'accord qu'on est dans l'image d'un seul fil qui est un parfait... donc, on n'a pas la question de le couplage au réservoir qui va nous embêter. Mais déjà, si on prend ça, donc on imagine on a un truc super lisse qui nous connecte super bien au réservoir, donc on peut juste traiter ça. Donc maintenant, je prétends que cet x0, il est super important parce que le x0, c'est c'est l'énergie à laquelle on a juste suffisamment d'énergie d'occuper le mode. Donc je vais même appeler ça xn. Le mode n, donc ça c'est mode 1, mode 0, donc ça c'est n égale 0, n égale 1. Donc si on prend le x0, c'est juste suffisamment d'énergie cinétique pour occuper cette mode et aucune énergie pour mettre dans la partie qui va dans le fil. Donc si on a moins d'énergie que ça, en fait, on ne peut pas occuper cette mode. En gros, ça veut dire que même avant, on va être réfléchi. Quelque part dans le réservoir, cette mode va être réfléchie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie. Donc, maintenant, tu as écrit des jolies formules pour ces xn. Donc, c'était... Oula, tu arrives à retrouver sur ton truc, mais c'était un truc... C'était simple, ouais, je dois être capable de le refaire, mais j'ai mon... Oui. C'est n pi sur a au carré voilà, plus n pi sur a sur a et voilà. carré. Donc ça, n pi sur a, c'est simplement a, c'est la largeur du fil, et n Oui. pi sur a, c'est la quantification du Voilà, fil. exactement. Donc ça, c'est le... ça, c'est le... avec le facteur de... bon, si je prends... Bon, c'est... Voilà. Ça, c'est Ça, c'est pour les deux... Voilà, t'as n pi sur a pour le deuxième mode. Voilà. Donc, et on a racine et on a C, voilà. Donc ça, c'est l'énergie de le mode... Ça, c'est l'énergie minimum de le mode N. Parce qu'on a 0 dans le partie qui suit. Donc après, je peux simplifier ça. Ça veut dire c'est 2 fois. Donc ça va être C racine de 2 fois N pi sur A. Un truc comme ça. Je pense parce que je facteur de 2 et je prends le racine. Voilà. Bon, je ne garantis pas que je fais ça parce que c'est comme il faut, mais bon. Donc ça veut dire que x n est égal à ça divisé par kbt, c'était ça notre définition de x.
C'était l'énergie divisée Ouais. par kBT, voilà. Donc, ça voulait dire que si on a plein de modes, en fait, on va avoir plein de modes avec les X qui coupent. Ok. Oui, non, peut-être on va avoir un escalier. Bon, j'ai envie de... Donc, ça c'est... Le pic est de l'ordre de position de l'ordre de 1, qui veut dire physiquement que c'est quand l'énergie est de l'ordre de la température. Point dominant. Oui, c'est le point au pic. Après, ça va peut-être être racine. Quand on fait le calcul comme il faut, peut-être pic va être peut-être à racine de 2 ou je sais pas, pi fois je sais pas quoi, mais c'est un truc d'ordre de 1. Donc, ça voulait dire que pour le premier mode, je vais faire plein de petits dessins, comme ça. Hop. Donc, pour le premier mode, peut-être on va avoir l'intégrale qui commence ici. Donc, on va faire l'intégrale de tout ça. Pour le deuxième mode, ça va commencer n, ça va être n va être plus grand, donc le début de l'intégrale. Attendez, vous voyez pas qu'est-ce que je suis en train de marquer, voilà. Donc le début de l'intégrale ici va être proportionnel à n. Donc effectivement pour n égale 0, je suis un peu surpris. Ça fait 0. N égale 0, c'est commence à 0. Donc ça commence ici, donc c'est tout ça. Ça c'est n égale 0. N égale 1, c'est peut-être comme ça. Donc on prend que cette partie de l'intégrale. N égale 2, ça va être encore plus haut. Voilà. Donc on va peut-être prendre juste le queue de l'intégrale. Et n égale 3, ça va être encore plus petit. Donc assez rapidement, on va dire qu'on peut oublier. Donc maintenant, donc maintenant, comment on va voir les plateaux maintenant? C'est en variant T, c'est ça? Vous pensez de variété? Parce qu'on peut aussi, dans les expériences de Molenkamp, en fait, on varie la A qui est ici. Parce que c'était facile à faire. Que pour vous, ça voulait dire faire des milliers de fils de large différents. Ouais. Ça peut... Ouais. Donc, on varie en T. Et on trace qu'à sur T. En fait... Donc, on varie en T parce qu'il y a un T ici. C'est le seul T dans tout le truc. Donc en fait, oui, ces lignes maintenant vont bouger. Par exemple, si on réduit le T, attends, c'est Si on augmente, il va descendre. Si on augmente la température, Le X va être plus petit. X0 va être plus petit. Oui, c'est ça. Parce que oui, si on augmente les températures, on peut occuper plus en plus de modes. Oui, effectivement. Donc, si on augmente la température, tous ces trucs vont bouger vers le bas. Si on baisse la température, tous ces points vont bouger vers le haut. Donc, la question qui n'est pas claire pour moi, c'est que si on... Bon, maintenant, on peut mettre ça sur Mathematica, on peut faire un plot de le conductance en fonction de température et de voir si ça a des plateaux ou pas. Mais moi, j'ai envie de dire que ça ne va pas avoir des plateaux parce que je ne vois pas de... Tu vas calculer quoi? Donc, donc le conductance est égal à l'area sur le R sur cette courbe, plus l'air sur cette courbe, plus l'air sur cette petite partie, plus une partie encore plus petite de la... Ah, tu veux sommer tous les modes? Je vais sommer toutes les modes. Donc, c'est juste le R... Je prends voilà. C'est le R en français? Je prononce mal. Area, oui, le R. Et après, en fonction de T, la seule différence va être que on avait fait quoi? On avait remplacé ça par une intégrale que sur, cette ligne-là va séparation. déplacer quand on augmente la température. Donc la conductance va augmenter parce que c'est clair que ça va augmenter parce que
Parce qu'on va avoir plus de modes qui contribuent à la conduction. Et dans le sens inverse, si on baisse la température, les lignes vont tous bouger vers la droite, jusqu'à qu'on n'a que le seul mode ici. Oui, c'est ça. Est-ce que tu Et la question pour moi, c'est, moi j'ai l'impression, en regardant ça comme ça, que ça va être très lisse tout ça. On va pas voir des plateaux, on va juste voir un peu, mais on va voir. Mais j'ai même pas mon ordi. Je peux chercher mon ordi, on peut essayer de faire ça. Attends, tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait approximé XN à 0, c'est ça? On avait intégré 0 à l'infini. Voilà. On avait Et en remplacé fait, la ça somme c'est, par en fait, je réalise maintenant que ça c'est correct pour le premier mode. Non, mais c'est vrai. Ouais. Avec le premier mot. Non, en fait, non, je pense que c'est pas. Parce que même. Oui, non, je pense que ton formule ici. Mais bon, on est vraiment dans les détails. Mais ton formule ici, je pense. C'est pas. Ça doit être peut-être n plus 1. Parce que même le mode 0 a une longueur d'onde qui est. Donc le mode 0. Longueur d'onde, lambda, est égale à 2 fois A. Si A est la largeur de ton fil ici. Donc peut-être ça doit être n plus 1 demi ou... Après, on ne ressort pas à 0. Donc je pense que ça va Oui, pas c'est tomber vrai, tout je à peux fait pas à mettre 0. zéro, Oui, je pense que ça va pas être tout à fait 0. Donc ça voulait dire qu'en finalement, on va peut-être couper cette intégrale. Ça va être même pour n égale 0. Mais bon, ce qui compte, c'est la suite. Mais le truc, c'est de voir comment La suite... question, c'est quand tu rajoutes un mode, est-ce que ça nous fait un saut ou pas? C'est ça, la question. Voilà, c'est en fonction de température. Et on peut aussi regarder en fonction de... Ah oui, mais effectivement, en regardant la forme de ça, j'ai envie de dire qu'en changeant la température, en changeant A, vous ne voyez pas, en changeant la température ou en changeant A, finalement, ça va être la même chose parce que X et N dépendent de la même façon de T et de A. Donc, dans les deux cas, on va avoir des plateaux ou pas. Mais ça, en fait, maintenant que tu as balisé le terrain, je réalise que c'est une question qui est bien posée et pas très compliquée à résoudre. Avant, c'était pas très clair dans ma tête, j'avais des idées, mais c'était pas très clair. Maintenant, tu as écrit tout ça comme ça, j'ai envie de dire que... Effectivement, si j'avais l'ordi... Je vais voir où est le problème. Mais effectivement, le problème, il est vers les deux. S'il y avait qu'un mode, c'est très facile, mais il faut sommer tous les modes. Effectivement, tu as une série qui n'était pas aussi triviale de sauter tous les modes. Parce que le truc qui est rigolo... En fait, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on garde tout le code mode fondamental et on jette tous les autres. En fait. Mais parce que l'escalier pour les électrons, l'équivalent fermionique de tout ce qu'on a écrit ici. Parce que normalement, on doit être capable de faire exactement la même chose avec les fermions et retrouve le joli escalier. Et avec les phonons, on va faire la même chose et on retrouve ou pas l'escalier. Donc, je dois réfléchir de réécrire les parties fermions pour les électrons, comme ça, juste pour être sûr qu'on a bien compris, qu'on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Si avec cet argument-là, on arrive à un joli escalier pour les fermions. Les fermions, tu fais. Parce que si tu reviens en arrière, oui, non, effectivement. Le truc, avec les fermions, on doit... Tu remplaces le h bar oméga par de la charge et tu remplaces par la fonction de Fermi. Oui, absolument. Donc on doit revenir au début, mais pour chaque étape dans le calcul que tu as fait ici. Donc, on a un escalier pour les électrons en fonction de... C'est parce qu'en gros, ça c'est
si on zoome là-dessus, en fait, c'est une petite courbe de Fermi ici. Exactement, c'est la fonction de Fermi. Donc l'astuce, c'est d'être sûr que les modes sont suffisamment bien séparés vis-à-vis de la température, que on a en fonction de... Bon, je suis très flou, je suis très flou, mais en gros, on doit, en fonction de la tension de la grille, on a complètement passé de aucune particule transmise à toutes les particules transmises pour cette mode-là, avant de passer aux prochaines. Ouais. Mais le truc avec les phonons, c'est qu'on peut transmettre plus en plus de particules dans le même mode. Donc on ne peut jamais dire que toutes les particules sont transmises parce que Ça va être cette plus mode, lisse, donc c'est pas... Donc ça c'est un peu une image d'une fonction de Fermi qui est comme ça, en fonction d'énergie. C'est une image un peu à l'inverse. Mais pour les phonons, on a une distribution qui est plus comme ça. Donc, si on imagine, maintenant c'est vraiment très avec les mains, si on imagine qu'on remplace ça par ça dans cet escalier, on va avoir un truc un peu lisse. Mais bon, c'est vraiment... Donc ça, c'est le truc que je veux voir. Et avant, c'était aussi flou que ça dans ma tête. Et maintenant, je pense que je vois exactement le petit calcul à faire. Et j'ai pas encore arrivé à mettre dans ma tête... Non, pour revenir sur qu'est-ce que tu as dit. Donc, ça, c'est pour un fil comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment dans le vrai échantillon? On a probablement quelque chose plus comme ça. Ou peut-être comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme échantillon. Le verre. Ah, tu dois imaginer que je vais être capable de voilà. Bon, je vais prendre du noir. Voilà, ou comme ça. Ouais. Et la question, c'est une question de... Donc, en fait, c'est une question de onde classique que vous avez peut-être aussi vu dans un cours sur l'électromagnétisme, parce que c'est probablement les endroits comme ça qu'on voit. C'est qu'est-ce qu'on appelle l'impedance mismatch dans les fils. Donc, quand tu as un fil coax comme ça et tu le couples à un dispositif, tu dois matcher les résistances et tout ça. Vous devez faire ça tous les jours dans l'expérience. Sinon, tout ton signal, il est réfléchi par le... Donc, on a peut-être un peu le même problème avec les phonons ici, que à ce point-là, même si on fait le mieux qu'on peut pour avoir du bon matching, on peut peut-être avoir un problème qu'il y a pas mal de réflexion ici. Et dans ce cas, le vrai matrice de scattering, c'est cette zone-là, en prenant en compte toute le reflect. Donc en fait, parce que le vrai théorie, c'est de dire qu'on injecte ici et on a une réflexion ici et on a une transmission ici. La transmission est T et ça va en principe inclure, ça fait presque comme un Fabry-Perot s'il y a trop de réflexion ou de bords ici. Donc on a des ondes comme ça, il y a de la réflexion comme ça, comme ça. Celui-là il n'est pas dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Et on peut avoir plein de choses méchantes là-dedans. Et le problème, c'est qu'on traite cette zone, juste la zone au milieu, on a l'air, tout est super simple. Et la raison que je devine que c'est plus un problème avec les phonons qu'avec les électrons, c'est que les électrons, celui qui nous intéresse, c'est près de le niveau de Fermi. Donc ils ont une longueur d'onde qui est très petit par rapport avec toutes les tailles des échantillons. Que les phonons, celui qui nous intéresse, ils ont une longueur d'onde qui est proportionnelle à la température, inversement proportionnelle. Oui, inversement proportionnelle à la température. Donc, on baisse la température, la longueur d'onde, ça devient très grande. Ça voulait dire que en gros, chaque changement, si on veut qu'il n'y ait pas de réflexion, on doit faire tous les changements qui sont lisses sur l'échelle de la longueur d'onde. Donc pour les électrons, si la longueur d'onde c'est quelques dizaines de nanomètres ou dans un 2 deg, je ne sais pas exactement,
c'est assez facile, en fait c'est même presque difficile de faire des changements dans l'échantillon qui sont sur l'échelle plus petite que ça. Que pour les phonons, on peut faire le petit calcul parce que c'est quoi? C'est le longueur d'onde est égal à C fois vous avez c'est la vitesse divisée par la fréquence. La fréquence, c'est l'énergie avec un facteur de H bar. Et l'énergie, en gros, c'est la température, KBT. Pour faire très simple. Après, on peut faire beaucoup mieux que ça. Mais, donc, je ne sais pas, vous avez déjà fait les calculs comme ça pour voir le... Ouais, ça, tu mets un Kelvin pour la température, ça tu tombes sur un peu moins d'un micron, quoi. Non, c'est quelques centaines de nanos. Ouais, À 0 Kelvin, okay. 100, 200 nanos. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'Olivier il disait toujours on a besoin au minimum, oui. Si le bas est plus grand que centaines de nanomètres en largeur, on ne va pas voir la quantisation. Oui, ok. Oui, effectivement. Mais ça veut dire que normalement, tout ce qui se passe ici doit être bien lisse sur une échelle des centaines de... Ce qui est pas facile. Et ça, c'est... C'est pas complètement évident, ça. Parce que la rugosité, c'est combien sur tes trucs? Dans le test d'Habib, faudrait que je revoie. Mais c'était pas... J'ai pas le souvenir que c'était dans cet ordre-là. Surtout le fait qu'on adapte quand même bien le truc de la rugosité non plus, elle devrait pas être très très grande. Faudrait que je revoie. Donc c'est lisse, quoi. Ça devrait pas avoir trop d'impact. Parfait, très bien. C'est bizarre quand même. Que déjà le fait que les courbes soient pas bien lisses, quand tu refroidis, t'as quand même l'impression qu'il y a des résonances un peu partout. C'est un peu... Et donc pour les symétries des matrices, Europe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une matrice Catherine peut être symétrique ou pas? Bon, je vais comme ça, où je regarde toute la grande boîte. Dans ce cas, on a une probabilité de transmission. Donc, je dois mettre ça dans une forme différente qu'on voit. C'est pas en température. Donc, je vais appeler ça un T calligraphique. Ou, je sais, oui, très règlement, c'est un grand T calligraphique, mais je sais jamais comment écrire un T calligraphique. Peut-être que je dois faire que ça va dans l'autre sens. Hop. Je sais pas, comme ça, ou je sais pas, non, ça ressemble à un J, mais bon. Typiquement, on imagine que cette transmission, ça dépend aussi des tensions. Si tu veux pointer quelque chose, tu as un pointeur là. C'est lequel le pointeur? C'est là la petite cible. Là. La cible. Et si tu montres là, c'est sur le tableau. Oui, ok, parfait. Donc, typiquement, ça dépend de ça dépend de la tension. Donc, ça veut dire que pour les électrons, bon, comment je vais faire le dessin? En gros, pour les électrons, on imagine, on a un petit... Oups là, oui, je vais tourner un stylo. Pour les électrons, on imagine qu'on a mis des grilles comme ça pour définir un potentiel qui est un peu comme ça, par exemple. Et ça, c'est les grands réservoirs. Mais les réservoirs sont un autre type de grille. Les réservoirs, si on met en tension sur un réservoir, ça a deux rôles. Ça injecte les électrons, mais c'est aussi un grille comme un autre. Pas un grille, en gros, un grille qu'on met ici. On injecte les électrons dessus, ça fait un effet de repulsion sur les autres électrons et ça pousse les électrons dans le 2D, loin de eux. Mais c'est un peu la même chose que si on met plein d'électrons ici, ça fait un grand charge. Ça veut dire que peut-être la forme de le potentiel ici va être un peu déformée. Par exemple, ça va être poussé, peut-être, ça va être poussé un peu comme ça, parce qu'il y a les électrons. Il y a plein d'électrons ici.
Donc, typiquement, ça c'est des effets non linéaires qu'on peut mettre dans la transmission. Donc on fait que la transmission, ça dépend de la tension. Et typiquement, on fait ça d'une façon très très phénoménologique. On dit juste que on imagine que je connais quelques modèles simples où on peut dire qu'on peut résumer tout ça dans un seul paramètre qu'on appelle alpha ou je sais pas quoi, et on dit qu'il va avoir, en gros, on va dire que le T est égal à la transmission est égale à la transmission à tension 0 plus un alpha fois la transmission, fois la tension. Et cet alpha, on n'essaie même pas de calculer, on dit juste c'est un nombre et on va essayer de... et je n'ai pas vraiment... J'ai vu pas mal de papiers théoriques. Bon, pas mal. Quelques papiers théoriques là-dessus, typiquement sur les questions des symétries de cette coefficient alpha et des choses comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui... peut-être ça existe, mais j'ai jamais vu une expérience avec les électrons où on regarde de façon un peu rigoureuse dans les expériences, parce que ça va donner, après tu vas avoir un courant I égale, non, pourquoi j'ai mis, I égale à J fois V plus quelque chose, oula, je suis pas sur le bon bouton, on arrive à le lire, probablement G, V plus une correction avec un préfacteur alpha V carré. Et je n'ai pas vu beaucoup d'expériences où on a vraiment regardé, parce qu'après, plus il y a les corrections V cube, etc. Donc, tu dois rester en tension petit. Non, mais la transmission est linéaire en V, c'est ça que tu dis Le T, c'est la transmission, c'est ça? La transmission peut avoir un terme, oui, il y a un terme qui est indépendant de V, et ça c'est normalement le terme qu'on garde. On dit que la tension est suffisamment petit que ça ne perturbe pas le potentiel que les électrons ressentent quand ils traversent l'échantillon. Mais on peut aussi imaginer que ça perturbe le truc, donc après on peut faire mais ça, elle est due à quoi? Comment on dit une expansion en bon français? Un développement, voilà. On peut faire un développement en vie. Après, on peut imaginer de faire un calcul où on peut faire un calcul. Ça, tu le mets à la main ou c'est une raison physique de le mettre en... Donc, ça dépend. Il y a quelques modèles simples où on peut mettre ça de façon plus ou moins avec un argument microscopique. Il y a les autres où on dit juste, on sait que ça peut exister, et après on dit, bon, il a une certaine magnitude, on ne sait pas la magnitude, mais on peut peut-être regarder les autres choses. Il y avait plusieurs papiers de Marcus Pittiker et des gens comme ça sur les symétries de cette prochaine terme. Et la chose qui est intéressante, c'est que cette prochaine terme est aussi liée à la conductance AC. Et je n'ai jamais travaillé dessus et j'ai oublié pourquoi. Donc, il y a, tu sais, cette quantum of capacitance qui était tout à la mode. Donc ça, c'est lié aussi à ces trucs-là. Donc, dans ton dessin, là, il y a des effets de charge ou pas dans ton dessin? Oui, donc dans ce sens, c'est un effet de charge, parce que tu es en train de dire que les électrons, un électron ici, le fait que cet électron est ici, ça va dire que si on imagine qu'il y a un seul état dans cette zone au milieu, il va être poussé plus dans ce sens parce qu'il y a un électron ici. Donc on augmente la tension à gauche, ça va pousser l'état au milieu. Donc si on fait un potentiel en termes d'énergie, si on a un potentiel comme ça, quand il n'y a pas de tension, donc ça c'est, je suis en train de prendre un axe comme ça au milieu.
on peut imaginer quand il y a une tension, qu'on va avoir un potentiel qui est un peu plus comme ça. Donc on a augmenté la tension ici, mais peut-être aussi ça veut dire que les deux barrières qui étaient la même hauteur au début, maintenant il y a une barrière qui est plus haut que l'autre. Parce que il y a tous les électrons ici et moins d'électrons ici. Donc Mais est-ce que c'est important le mécanisme spécifique ou est-ce que ça... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est important que ce soit comme ça ou juste si tu as un terme linéaire en V, ça marche de toute façon? Donc c'est un peu l'idée, c'est que tu peux imaginer qu'il y a les termes linéaires en V et juste tu regardes dans ton expérience donc en gros tu vas faire un courbe de donc la façon expérimentale d'attaquer au problème, tu fais ton courbe de courant contre tension et tu vois qu'au milieu c'est linéaire, mais à un moment donné ça devient non linéaire. Donc si tu veux, tu peux essayer de fitter ça avec un développement, ou tu peux essayer de fitter ça avec une autre courbe. Et après c'est au théoricien d'essayer de comprendre pourquoi dans ton échantillon tu as la forme de courbe que tu as. Mais le truc que je veux dire, c'est que la théorie de Landau de base qu'on a traité jusqu'à maintenant, c'est juste pour cette petite zone au milieu où c'est linéaire. Et j'ai un petit peu une intuition de à quel moment ça va venir non linéaire pour les électrons. Pour les phonons, je n'ai aucune intuition. Pour les électrons, tu dis que ça deviendrait quand, toi? Donc ça dépend un peu de... Donc, j'ai envie de dire que très à la louche, j'ai envie de dire ça va être quand la tension sur ton réservoir ici, ça génère les mêmes quantités de charge dans la vicinité de ton nanostructure que la quantité de charge qui est imposée par tes grilles qui sont là pour définir le truc. Donc ça veut dire que tu ne peux pas négliger, tu dois traiter aussi le réservoir un peu comme un grille. Et qu'en fonction de quand tu changes de tension sur cette réservoir, c'est un peu comme si tu es en train de changer la tension sur un grille. Et tu sais que si tu changes le grille, ça c'est très connu, quand tu as la transmission d'un contact ponctuel qui dépend de VG, la tension sur le grille, ça c'est un grand classique. C'est comme ça tu vois tes plateaux de conductance et tout ça. Donc en gros, on est en train de dire que si ça dépend du VG, ça doit aussi dépendre du la tension sur le réservoir. C'est comme ça que je vois l'autre chose. Mais après, le problème, quand tu rentres dans les détails, c'est que tu dois, pour estimer l'effet de tension sur ton réservoir vis-à-vis de la tension sur les grilles, tu dois calculer les capacitances. Donc les grilles a une certaine capacitance vis-à-vis des électrons dans le truc que tu es en train de... C'est les types de choses que typiquement on ne fait pas. Tu vois, tu mets juste le grille qui te donne le résultat que tu veux. Quand tu codes, par exemple, si tu veux voir un joli escalier de... mais normalement, on doit comparer la capacitance entre le réservoir et le point quantique et les grilles et les points quantiques. Et de voir, parce que ça... Et de l'autre côté de la courbe, tu auras quoi? Parce que, pourquoi de l'autre côté, ça serait zéro? Je ne comprends pas dans ton système. Pardon? Pourquoi de l'autre côté, tu aurais un truc plat? Je ne comprends pas dans ton... Un coup de l'autre côté de ta courbe, pourquoi tu aurais... Parce que là, je comprends pourquoi tu aurais ça de l'autre côté. Tu veux dire celui-là? Non, mais je veux dire, pourquoi, je comprends d'un côté pourquoi tu aurais un truc qui monte, mais pourquoi de l'autre côté, ça serait plat? Ah, oui. Oui, donc pour un diode, c'est parce que donc, je ne me souviens pas comment c'est pour un diode, mais c'est... Parce que tu vois, j'ai l'impression que tu as un problème de symétrie dans ton système. Parce que je comprends pourquoi tu pourrais avoir un truc qui monte. Et justement, là, ce qui m'intéresse, parce que c'est là où il y a un problème, à mon avis, dans le problème, c'est que tu as quand même un problème du mode Curie, là, à un moment.
Je retourne mon truc. Oui, donc dans un diode, c'est parce que tu as T'as une jonction PN dans une diode. Pardon? T'as une jonction PN dans une diode. Absolument. Et c'est ça qui donne la symétrie, qui te permet de dire. Enfin, si j'ai une jonction PN, quand je la retourne, elle est NP, tu vois. Oui. C'est ça qui me permet de Oui, dire la mais symétrie. mais si on fait mais si C'est ça, tu l'achètes. on dit j'ai mon P, j'ai mon N, mais c'est dans un fil qui est, on va dire, métal. Donc, j'ai une boîte qui est asymétrique ici, mais donc c'est un petit peu comme si j'avais un potentiel qui était comme ça. Je sais pas, mais et j'ai une boîte ici que si effectivement j'ai besoin d'une asymétrie dans quelque chose. Ouais, j'ai besoin de la symétrie parce qu'une jonction PN c'est fondamentalement asymétrique, tu vois. Si je la retourne, elle restera là, asymétrique, tu vois. Oui, mais c'est un peu donc si en haut c'est mon jonction PN, tu es d'accord que c'est dans un fil métallique, tu vois, ton P et ton N ça va pas juste à l'infinité. Donc après ton PN, tu connectes ça à des fils. Voilà. Donc ici maintenant l'équivalent nanoscopique, c'est par exemple on a un potentiel. Bon, j'ai fait peut-être un truc un peu trop extrême qui ressemble à, mais on a un potentiel qui est bien asymétrique dans la zone centrale. Effectivement, si le potentiel est complètement symétrique droite-gauche dans la zone centrale, c'est un peu difficile à. Potentiel asymétrique. Tu as fait la première expérience avec un contact ponctuel, c'était des grilles comme ça. Voilà. Grilles, ça marchera pas. Donc, tu vois, c'est ça le problème à mon avis. Tu vois, Rob, la question, c'est est-ce qu'avec des grilles, tu peux. Moi, j'ai un problème philosophique. Tu vois, est-ce qu'avec des grilles, tu peux briser la loi de Curie? Je suis pas sûr. C'est quoi la loi de Curie? C'est-à-dire que tu retrouves dans les effets les mêmes symétries que dans les causes, tu vois. C'est-à-dire qu'une jonction PN, tu la retournes, tu as NP. Mais est-ce qu'avec une grille, tu peux dire que je polarise comme ça, je retourne et je garde la même symétrie? Je suis pas sûr, c'est ce que je veux dire. Donc, si je fais le dessin un peu mieux, donc le contact ponctuel, je pense que c'était le premier contact ponctuel, c'était comme ça. Ouais. Donc, je vais faire ça un peu gros. Donc, ça c'est asymétrique. Droite-gauche, on est d'accord que c'est pas le même. Si je mets pas de tension, il n'y a rien, t'es d'accord. Donc maintenant. Oui, mais la différence, Rob, c'est que si je mets une boîte, en haut, elle était toujours asymétrique dans la boîte. Si je mets pas de tension, je sais pas si c'est asymétrique. Ça même si on a. Oui. Il est où le truc? Ça, il est quand même asymétrique, même si tu mets pas de tension. Si j'ai pas de tension, l'électron, il sait pas qu'il y a ça. Non, mais attends, on parle peut-être pas de même tension. Donc, on est d'accord qu'on met une tension. Bon, on peut même dire, attends, pour notre discussion, on peut imaginer que ça c'est un morceau de graphène. Oula, je dois pas prendre cette couleur-là. Ça, je suis d'accord. Ça c'est un morceau de graphène où j'ai découpé les zones ici. Donc je pense que physiquement c'est le même que si j'avais mis des grilles ici. C'est là où je suis pas d'accord. C'est là où j'aimerais comprendre. C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que ce que je veux dire, c'est que, tu vois justement, si tu mets des grilles qui sont pas polarisées, quand je les retourne, la jonction PN, elle c'est physique la symétrie. Donc je la retourne, effectivement. Mais mes électrons, si j'ai pas mis de grille, toi, t'imagines, j'ai une boîte noire, tu vois, comme ça. Dedans, j'ai une jonction PN. Si je retourne, effectivement, même si j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans, si j'ai bien retourné mes électrons dans une boîte noire, si je retourne, je ne peux pas savoir ce que je vais retourner. Ça veut dire que j'aurais eu un moyen d'avoir un conducteur quantique où je sais ce qu'il y a dedans. Oui. Donc effectivement. Et là, j'ai quelque chose qui me contredit un peu le principe de la mécanique quantique, si tu veux. Donc pour moi, si on a des grilles aussi, on a un système avec 4 câbles en fait. On va passer un courant comme ça et on contrôle un grille VG et VG ici. Donc après, si je le retourne,
dans le sens vis-à-vis d'un axe vertical. Les VG, ça reste le même, mais le potentiel que ça génère, ça peut être symétrique ou pas. Et pour moi, c'est un petit peu comme si je prenais un bout de graphène et je découpais. La question, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est le même, mais après, c'est peut-être parce que finalement, si vous êtes intéressé par ça pour les phonons, ça va être toujours des choses mécaniquement découpées. Donc peut-être on peut oublier les questions de grille. On peut imaginer on peut imaginer les électrons dans un truc qui est découpé comme ça. Non, mais c'est une question que je voudrais comprendre. Et donc moi je prétends que si on regarde ça, on va voir quelque chose. Donc c'est peut-être pas très asymétrique ça. Donc on va peut-être voir quelque chose où il y a une zone linéaire au milieu. Donc c'est encore mon truc de tension courant. Une zone linéaire au milieu, ça veut dire que pour les petites tensions, le signe, ça ne change pas la conductance. Mais pour les plus grosses tensions, on peut avoir que, je ne sais pas, il monte un peu plus que linéairement dans un sens et un peu moins que linéairement dans l'autre. Pour un truc comme ça, j'imagine pas d'avoir un vrai effet de diode parce que c'est pas suffisamment asymétrique pour ça, mais je peux bien imaginer des petites déviations d'un truc linéaire qui peut être différent pour qu'on passe un courant dans un sens ou dans un autre. Donc pour moi, c'est un petit peu comme les expériences que pour les phonons où on met plein de formes comme ça dans un fil. Je devine qu'à petite tension, à petite différence de température, tu vas avoir un truc plus ou moins linéaire et quand tu augmentes la différence de température, on va avoir une asymétrie entre qu'on échange le sens du flux de chaleur, mais je ne sais pas. Après, il faut savoir à quoi, si on monte trop la température, à quoi ça va être dû cette différence. Ça va être dû à des différentes populations, ça va être des différentes conductivités thermiques, ou ça va être vraiment un effet de... Mais la question que je me pose, c'est qu'à mon avis, il y a une différence fondamentale entre regarder les billes classiques qui se diffusent là-dedans et calculer une maîtrise de scattering. C'est quand même très différent. Et on doit pas, si on veut voir ces effets asymétriques, on ne doit pas simplement calculer une matrice de scattering. On doit aussi comprendre le mécanisme de pourquoi le matrice de scattering, ça dépend lui-même de les tensions qu'on a mis au bout. Donc, pour des réseaux comme ça, je peux imaginer, mais je ne suis pas du tout expert sur les phonons, mais je peux imaginer, par exemple, que quand c'est... Donc, si on zoome sur ça, ou peut-être je vais faire un autre truc, je vais passer un autre. Parce que, donc, si on zoome sur un seul triangle, on peut imaginer que si la zone, je vais jouer avec ça, si la zone ici est chaud et la zone ici est froid, et vous ne voyez pas mes jolies couleurs, mais ça c'est, un côté c'est rouge et l'autre côté c'est bleu. Hop là, oups. On peut imaginer si c'est les très grandes différences de température que par exemple le réseau, l'élasticité du réseau ou quelque chose comme ça dépend un peu de température. Donc on peut avoir des phonons, on peut avoir peut-être un flot de phonons comme ça, que dans le sens inverse. Donc quand je fais le même diagramme, mais j'inverse le chaud et le froid, donc je dois écrire quand même hot, cold. Donc maintenant je fais cold, hot. Peut-être, mais c'est vraiment parce que peut-être on peut avoir des petites différences que le flow comme ça n'est pas exactement avec la même probabilité que le flow en haut, parce que maintenant la zone qui est froide, maintenant la taille de le réseau ou la fréquence d'oscillation ou quelque chose comme ça, ce qui dépend légèrement de température, est différent maintenant dans cette zone. Mais c'est vraiment
ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles je ne suis pas... Je pense qu'on peut pas... On peut pas éliminer des idées comme ça. Mais à quelle échelle de température on a besoin pour voir des choses comme ça, en fonction de la taille de ce triangle au milieu. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est ça les échantillons que je suis en train de faire. Ou de changer peut-être la taille, de remplacer avec, je ne sais pas, quelle forme, quelque chose asymétrique. Déjà dans la littérature, il y a beaucoup de discussions là-dessus, Ouais. beaucoup de gens qui disent que fondamentalement c'est pas possible. Ouais. Contrairement aux électrons où il y a par exemple le champ magnétique qui brise cette symétrie d'un côté à l'autre, que là pour les phonons évidemment on n'a pas. Non, mais je pense que tu peux trouver, classiquement, tu peux trouver des asymétries sur des systèmes comme ça. Parce que t'as les quand polariseurs c'est pour les calculé, photons, classiquement, tu t'envoies des billes dans un sens sur des billes dans un autre, mais tu n'as aucun effet de statistique et de trucs comme ça dedans, si tu veux. Et ça manque fondamentalement. Donc, qu'est-ce que je pense? Donc, pour les billes, donc il y a la première question, parce que dans ce sens, tout ça, c'est une question d'interaction entre les particules. Donc, par exemple, si je dis que l'élasticité du réseau, ça dépend légèrement de température, ou une autre propriété du réseau, ça dépend de température, ça veut dire que quand tu as 0 phonon dans cette zone et tu ajoutes un phonon, il a une certaine propriété, mais ça veut dire dans cette zone c'est froide, donc c'est le seul phonon. Par contre, s'il y a déjà 10 millions de phonons dans cette zone, ça veut dire que cette zone est chaude, en ajoutant un phonon de plus, il va avoir une dynamique qui est légèrement différente que s'il y avait 0 phonon là-bas. Donc, à la fin, c'est un modèle d'une interaction entre phonons, peut-être très simplifié, peut-être d'une façon champ moyenne. Ça veut dire je regarde pas qu'il y a un phonon qui frappe contre un autre, je veux juste dire que quand le phonon monte dans cette zone, le moyenne des nombres de phonons dans cette zone va perturber Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, quand tu regardes les modèles d'Andauer, tu regardes ces fils indés qui arrivent ici, en fait, tu as des phonons qui vont avoir du bunching si tu veux dans les fils, et tu vas arriver par paquet dans ton scattering. Et en fait, si tu veux, ce modèle, par exemple, de billes qui arrivent une par une et qui diffusent, est sûrement très faux, parce que tes phonons, ils vont arriver plutôt par paquet, si tu veux. Tu as plutôt une diffusion de paquets de phonons, si tu veux. Donc ça, c'est les choses on peut toujours créer un modèle théorique où on met un paramètre, où on dit que donc, le truc classique, c'est de dire qu'on écrit, bon, je ne sais pas si je veux commencer d'écrire, mais au lieu d'écrire un Hamiltonien pour les phonons qui est juste, phonon à mode K à l'énergie CK et fait un somme sur toutes les K. Ça, c'est le modèle complètement oscillateur harmonique. On va dire non, et c'est pas un oscillateur harmonique, il y a une petite correction. Donc au lieu d'être un oscillateur harmonique, ça va avoir aussi un terme quartique par exemple. Donc le plus simple on peut imaginer, c'est un truc comme ça. Et ça veut dire qu'au lieu d'un potentiel pour les phonons comme ça, avec les niveaux également, donc 1, 2, 3, 4 phonons, chacun avec la même énergie, on va avoir un potentiel qui est un peu déformé. Donc les niveaux ne vont pas être le même espacement. C'est pas les mêmes dynamiques qu'on a comme ici. C'est le même, si j'ajoute un phonon, je passe de l'état fondamental avec 0 phonon à ça. J'ai la même dynamique que si j'ai 1 million de photons et je passe de celui-là à celui-là. Pour cette dernière phonon, ça ne change rien. Ici, on voit bien que déjà l'énergie, des choses comme ça, va être différente s'il y a 0 ou s'il y a 10. Donc c'est pas très compliqué d'écrire un modèle phénoménologique, théorique, qui va avoir ces trucs d'interaction. Et je devine que, après, comment on va faire ça, même au niveau phénoménologique dans la théorie, d'ajouter maintenant un triangle dans le potentiel et regarder les flux, c'est pas très simple. Je pense que ça, c'est qu'en fait,
quand tu regardes la grosse différence entre un classique et les bosons, et les phonons, c'est ça, c'est que les bosons, les phonons, c'est des bosons. Donc, ils vont pas du tout se comporter comme une particule classique dans ce truc-là. Et je pense que c'est ça qui va être très très différent. Ils vont sûrement avoir Parce que des problèmes même pour les dedans. particules classiques, pour moi, si j'ai un potentiel comme ça, et j'arrive à construire qu'il n'y a aucune force de frottement, premier point. Donc j'ai un potentiel classique, je vais mettre un bi dedans. Et deuxièmement, il n'y a aucune interaction entre les particules. Ça veut dire que je mets un bi, pas 10, pas 10 000, pas des grains de sable, un bi dans un potentiel qui est complètement élastique, aucune force de frottement, aucune perte d'énergie nulle part. Moi, j'ai l'intuition que si je penche ça comme ça, ou comme ça, ça va être la même probabilité d'être réfléchi ou transmis indépendamment de la... Donc même dans les billes classiques, on doit regarder exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je pense que peut-être c'est les forces de frottement, ça veut dire que c'est pas élastique, que tu ne peux pas éviter dans les particules classiques, il y a toujours des forces de frottement. Où ils ont mis des grains de sable et après c'est un problème à N-core, il y a plein d'interactions, des particules qui... Non mais ils injectent avec des angles. Pardon? Ils injectent avec des angles. Ils injectent Avec quoi? des angles différents. Oui, mais ils injectent plein en même temps. Non, ils injectent les unes après les autres. Si c'est l'une après les autres, donc j'ai envie de dire que... Je crois que c'est ça qu'ils font. Ouais, on doit Ils regarder. veulent pas qu'ils veulent pas tenir compte des collisions. Je sais pas, parce que... Ça, c'est trop dur à traiter. Oui, non, parce que c'est clair que dans un fluide, mais ça aussi, c'est dans un fluide classique, je pense que tu as le régime... Si tu as un tuyau avec de l'eau dedans et tu mets plein de triangles dedans, si tu fais une petite différence de tension, tu as un régime linéaire où le flux est proportionnel à la différence de tension. Mais si tu vas plus loin, tu as la turbulence et tu as plein de choses compliquées. Et oui, parce que je pense dans les régimes de petits trucs, tu as qu'est-ce qu'ils appellent laminar flow en anglais. Flux laminaire. Laminaire, voilà. Non, mais je pense que... Et donc même dans un fluide complètement traditionnel, tu as cette zone, ce régime où c'est réversible. Tu changes la tension et c'est le flux, ça change de signe, mais ça ne change pas la valeur. Et après, tu vas dans la zone de turbulence où c'est beaucoup plus compliqué. Dans un sens, les particules, tu sens vraiment que c'est les trucs qui frappent. Je crois que, il me semble qu'avec tous les modèles, ils ont les particules pareilles. Si je tiens compte des collisions, ça devient merdier à fois à traiter ça. Non, mais tu peux expérimentalement, c'est simple, tu mets... c'est simple. Expérimentalement, tu mets un tuyau avec plein de triangles, tu mets des grains de sable dedans et tu vois le flux dans un sens ou le flux dans l'autre. Et probablement, tu vas trouver que c'est asymétrique. Mais tu as plein de particules et tu as toutes les forces de frottement. La difficulté doit être éliminée. Si tu as trop de frottement, ça va complètement dominer le truc. Oui, absolument. Et pour moi, la difficulté Oui, parce que finalement, les autres particules agissent comme des diffuseurs aussi. Donc, si tu as trop de particules... Oui. Et donc... C'est peut-être ça le problème qu'on a aussi. Je veux dire, si tu es trop diffusé par les autres phonons, vraiment, tu vas plus du tout... Mais ça c'est une bonne question. Si vous avez une idée de longueur sur laquelle la longueur d'interaction entre les phonons. Par exemple, mais je ne sais pas pour les... Comment on peut... La longueur avec un phonon, la longueur phonon, la connaît, non? Je ne sais pas comment on peut le mesurer. Il y a sûrement les théoriciens qui ont essayé de calculer ça parce que c'est utile pour plein de choses. Ça doit être... Ouais, je pense que dans les gens qui font les diffractions ne sont pas vraiment de la... Et lesquels là,
Tu vas te faire mal avec ça. Ouais. Donc je pense que à l'ILL, quand on fait les expériences, ils utilisent les neutrons pour regarder directement les phonons dans des cristaux. Donc, dans ce cas, un phonon est un bon quasi-particule. Donc ça veut dire qu'il a un moment et une énergie bien définie jusqu'aux les interactions entre les phonons. Et après, ça va donner une largeur à le pic dans le spectre, le pic de phonons. Parce que ça va pas... Ça va... Quand ça perd de l'énergie, ou quand ça disparaît exponentiellement dans le temps, ça donne le Lorentzian qu'on regarde en termes d'énergie. Donc le temps de vie, ça donne la largeur de la pic qu'on regarde. Bon. Donc je pense qu'il y a sûrement plein de gens qui ont regardé ça dans les matériaux différents, mais dans les matériaux macroscopiques. Et ça, c'est le problème après, c'est à quel point on peut extrapoler ça à des nanostructures. Mais déjà, ça va donner un ordre de magnitude de la distance, parce qu'effectivement, ça peut donner une idée que si la nanostructure est plus petite que cette distance d'interaction phonon-phonon, on traite les phonons comme les particules indépendantes. C'est un petit peu l'esprit de Landauer. Et peut-être on va avoir très peu d'asymétrie droite-gauche. Par contre, quand la taille de l'échantillon est plus grande que cette distance, on sait que c'est un problème avec les particules en interaction. Et ça commence d'être un problème compliqué. Il faut qu'on soit vraiment dominé par théoriquement. Et ça peut donner des choses rigolotes, mais je ne sais pas quoi. Ce que tu veux dire. Ça, c'est un point que je n'avais jamais réalisé. Il faut vraiment qu'on soit dominé par les diffuseurs. Il faut pas qu'on soit... Ouais. Si les phonons sont en train de... Si on se trompe en interaction, on verra rien. Ouais. Parce qu'il y avait une autre chose que Olivier a fait il y a longtemps avec Sergei Skipetrov de notre labo. Il avait un modèle, je ne sais pas d'où ça vient, il avait un modèle qui était un peu plus comme ça. Donc le truc principal, c'était quand un phonon arrivait vers le bord, il était diffusé dans tous les sens. Ouais. Et je pense que peut-être il y avait un truc phénoménologique où en disant il y a une probabilité d'avoir une réflexion. Oula, ça c'est un mot que je ne connais pas en français. Spéculaire. Spéculaire, voilà, c'est simple. Normalement, quand je ne connais pas un mot en français, c'est parce que c'est le même que l'anglais. Voilà. Donc, oui, donc il y a la réflexion, il y a la partie spéculaire, je pense, et une partie diffusive. Et eux, ils ont simplement dit, bon, on va juste dire qu'il y a une probabilité P que c'est spéculaire, 1 moins P, que ça perd complètement. Oui, c'est le modèle ça classique Casimir. Voilà, exactement. Et j'étais intrigué parce qu'effectivement, je n'ai pas réfléchi sur qu'est-ce que ce modèle va donner quand la longueur d'onde est de l'ordre de la largeur du fil. Donc déjà, est-ce qu'on peut dire que parce que ton modèle en termes des modes de la fil, c'est qu'on a le premier mode, le deuxième mode. Ça, c'est pour les paraboles. Donc, si on a toujours les murs qui sont un peu rugueux, ça va induire du scattering entre le mode 0 et le mode 1. Ça va aussi induire du scattering entre les particules qui vont comme ça et qui revient comme ça. Je sais que dans l'ASGA, ça se mesure. Alors, pour mesurer ça, ils font ils font des fils de plus en plus fins. Et qu'est-ce qu'ils ont déduit après? Je sais plus. Mais bref, la manip consiste à faire des fils de plus en plus fins pour mesurer la rugosité. S'ils mesurent l'endroit, le moment où c'est bien localisé, enfin je sais plus, ils ont une technique pour ça. Et dans l'ASGAS, c'est vraiment très lisse les bords. Voilà. Ils disent qu'ils ont 95% de réflexion spéculaire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, c'est vraiment quasiment spéculaire. C'est vraiment une bord de billard.
Par contre, dans les phonons, il me semble que tu as raison sur le fait que c'est pas très très spéculaire. Ça. C'est quand même plutôt un truc qui part dans tous les sens. D'où ta réflexion qui est très vraie, c'est-à-dire effectivement peut-être que pour la quantification de la conductance, c'est déjà ça qui est quand même un certain Après, problème. quand on part du principe que la longueur d'onde elle est quand même plus grande, à partir du moment où la longueur d'onde des phonons Alors, elle c'est est vraiment beaucoup plus trop grande pour que le- que la rugosité, on devrait être dans le mode, Dans le bon mode sens, spéculaire, voilà, dans le bon sens. d'où le transport balistique enfin ça plus la longueur d'onde qui est. Ça Enfin, va, la- pas Parce trop vite. oui, parce que moi j'ai un petit peu que peut-être si on a un truc un petit peu rugueux, même si on est dans le mode ici, pour chaque, je sais pas, pour chaque micromètre qu'on passe dans cette file, peut-être on perd 10%, je dis 10%, 1%, je sais pas, qui est réfléchi. Donc ça voulait dire que, bon, on va dire X% qu'on perd tous les micromètres. Donc après, si le longueur de la file est suffisant que cette partie qui est réfléchie, ça commence d'être significatif, ça peut gêner l'observation du Mais il faut le faire court, le truc. côté conducteur. Il faut le faire Absolument. court, ouais. Mais court, oui, absolument. Donc ça doit être court, mais lisse sur l'échelle de la longueur d'onde. Donc c'est un peu et le plus court possible, sinon. Non, il y a un travail de litho à faire pour explorer ça dans tous les sens. Ceci dit, dans les électrons, ils ont mis quoi? Ils ont mis 20 ans pour voir. Hein, donc, je les ai, les premiers papiers. Tiens, regarde. Si tu veux, regarde les premiers papiers de ça, je vais vous montrer quand même. Arrive pour vous. Parce que l'autre chose qui est... Parce que Les- moi, je suis pas sûr qu'on va... Oui. Moi, je suis pas sûr que pour les phonons, on peut voir des plateaux comme ça. Je pense qu'on va voir quelque chose C'est différent. la question. Et Alors ça, c'est les premiers plateaux qui ont été vus, donc ils sont quand même pas extrêmement formidables, hein, tu vois. C'est les premiers. Donc, en fait, alors, voilà, ça c'est ce qu'ils ont vu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y a, donc je sais plus qui c'était les deux groupes. Il y en a un qui était en Angleterre, je sais plus où, là où il y a des belles cathédrales en Écosse, là. Édimbourg, voilà, c'est ça. Et je sais plus, j'étais allé une fois et je sais plus. donc, Voilà. en haut, c'est celui que je reconnais, c'est celui de, comment il s'appelle? J'ai un truc de mémoire, l'Hollandais. Binaker, c'est pas lui. Oui, mais Binaca, c'était le théoricien et l'expérimentateur, j'ai un truc de mémoire. Bon. Bref. Mais je pense que c'est celui-là, oui, c'est celui avec Binaca. Et donc, oui, alors la grosse différence qu'ils ont vu, alors, regardez déjà ce qu'on vous disait, c'est que la grosse différence, c'est que. Molenkamp, c'était pas Molenkamp. Molenkamp qui Voilà. a fait les expériences. Alors la grosse différence, c'est que le premier, il a fait un truc, vous voyez, où il a essayé de faire. En fait, il a mis des grilles qui sont sur tout l'échantillon, vous voyez, il a pincé comme ça, donc vous voyez que ces plateaux sont pas très beaux. Et lui, il avait compris le truc que Rob raconte, donc il a mis déjà des trucs qui avaient cette forme-là, et donc il a déjà une forme d'entonnoir. Vous voyez que ces plateaux sont bien plus beaux. Et en fait, dès qu'il met un peu de champ magnétique, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Ah oui, ça c'est le champ magnétique. Alors, c'est Ok. pas vraiment des états de bord, hein, c'est Oui, ce qui ouais, fait ouais. simplement, dès que vous mettez Oui, un peu de champ ça- magnétique, ça commence à faire un peu des états de bord Oui, quand ouais, même, ouais. ce qui fait que ça se passe beaucoup plus près du bord. Ouais. Et parce que vous n'avez pas de problème de rétrodiffusion vers parce que là, quand vous avez des électrons qui passent, il y en a quand même certains qui ont envie de retourner dans l'autre sens. C'est que vos plateaux sont pas très bien définis. Dès que vous mettez un peu de champ magnétique, l'électron il passe et vroom, il est renvoyé de ce côté. Ce qui fait qu'il ne peut pas revenir vers le point de contact. C'est que vous avez des plateaux qui sont très 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 bien définis comme ça. Parce que, Et donc, ça aide parce beaucoup le que champ magnétique. mathématiquement, parce qu'en principe, on peut dire que, je peux écrire dessus, on peut dire qu'on peut prendre une ligne comme ça et une ligne comme ça, et on dit que tout ce qui sort de le contact ponctuel qui traverse cette ligne, ça ne revient pas. Donc on peut définir une matrice de scattering qui prend toutes les modes possibles de ce côté et ça coupe ça à toutes les modes possibles de ce côté. Et normalement, après la matrice de scattering, c'est juste de résoudre une équation de Schrödinger dans cette potentiel-là.
Mais de résoudre l'équation de Schrödinger dans un potentiel comme ça, je ne vais jamais faire ça avec les mains, je vais faire ça sur un ordinateur parce qu'un potentiel qui change en fonction de la distance, il n'y a aucune symétrie dans cette truc que je peux utiliser pour réduire ça à un problème dans une dimension que je peux peut-être résoudre. C'est affreux. Et tu as plein d'effets évanescents où tu peux imaginer que ton truc, ton longueur d'onde, si ton longueur d'onde est la taille de la largeur 7 côtés, il peut probablement quand même tunneler vers ces petites pointes qui ne sont pas très gros. Il y a une amplitude pour quand même tunneler, même si officiellement tu n'as pas donc même dans celui-là, tu vas avoir pas mal de choses, de modes qui sont 50% transmis et 50% réfléchis. Et ça, c'est exactement qu'est-ce qu'on veut éviter si on veut voir les jolies marches. On veut les marches, on veut dire qu'il y a un certain nombre de modes qui sont transmis à presque 100%. Donc on a n modes qui sont transmis à presque 100% et toutes les autres sont réfléchis à presque 100%. Parce que s'ils sont tous transmis à 50% ou un truc comme ça, on voit juste un bleu. Donc, apparemment, le truc qui les a sauvés, comme tu dis, c'est qu'il y a une petite astuce avec le champ magnétique, que aussi pour voir ça théoriquement, c'est encore plus compliqué de résoudre l'équation de Schrödinger avec le champ magnétique dans cette zone. Ça enlève même la symétrie droite-gauche parce qu'on a un champ magnétique. Donc, c'est plausible que le champ magnétique, ça aide un peu, mais c'est pas du tout évident. Alors, en fait, pour les expérimentateurs, ça c'est un petit truc que tous les expérimentateurs connaissent. Tu mets un petit peu de champ magnétique, donc ça te revient, c'est sur un plateau de Landau, nu égale 500 ou je sais pas quoi. Donc en fait, tu n'es pas encore sur le plateau de Landau, mais ça te permet d'avoir une diffusion. Si tu as une petite impureté qui t'emmerde, en gros, elle va être diffusée d'un côté et de l'autre, donc elle est beaucoup moins efficace quand tu diffuses. Tu rentres de l'autre côté, ça va shooter l'électron par là. Donc tout devient beaucoup plus clair quand tu mets un peu de champ magnétique. Si tu as un truc qui t'emmerde un peu, tu mets 500 Gauss ou 50 Gauss, et tout d'un coup, tout va s'éclairer. Tu le dis pas au voisin, et puis voilà, et tout d'un coup, tu deviens beau. Tout s'éclaire. Il y a beaucoup de chance, c'est une astuce qui est connue, ça. Donc, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde, et puis voilà. Tu dis que tu as mis B égale 0, en fait, tu as mis 100 Gauss, et puis voilà. Mais en fait, oui. Parce qu'en fait, on peut. Alors, vous voyez l'importance quand même de la définition. Alors, en bas, ils avaient fait vraiment ça d'une façon beaucoup plus. Non, en fait, c'est pas, si vous regardez bien, il y a une grande grille en haut et en bas, il y a une petite fente. Si vous regardez bien là, sur l'échantillon, avec la grille, le gros truc gris, là, c'est une grille, ils avaient fait une petite coupure au milieu, vous voyez, un truc. Si vous regardez bien, il y a une petite coupure dans l'échantillon et il y a une grosse grille au milieu. Et donc, ils avaient balayé leur grille pour essayer de dépléter la petite fente qui est au milieu là. Et en fait, ça marchait vraiment pas très bien là. Et voilà. Alors, c'est des papiers qui datent, attends, je vais pas vous dire, regardez 88. 88. Donc, vous voyez, l'Andouer, ça date de 57 et les papiers datent de 88. Donc, tu vois, ils ont mis quand même 30 ans pour voir ça dans les électrons, mais dans les phonons. On n'en est pas sorti quoi. Non, vraiment. 3 ans. 3 ans. 15 ans d'Olivier déjà. Non, mais c'est intéressant parce que quand même c'est un truc qui vous montre que la loi d'Ohm ça marche pas, donc c'est quand même intéressant. Vraiment, si vous avez la loi d'Ohm, vous voyez un truc. Donc voilà. Mais je sais pas. Je vais répondre à la question d'une façon très indirecte. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est ça. En rappelant, donc juste en rappelant qu'est-ce qu'on connaît déjà sur les diodes dans l'électronique. D'accord. Parce que je pense que c'est un bon point de départ. Après, on peut voir à quel point ça colle. Donc, quand on a un diode, on sait que le courant, ça passe beaucoup plus facilement dans un sens ou un autre. Mais, quand on zoome sur un diode, donc on a le courant ici et la tension ici, typiquement, on apprend que le courbe est comme ça. Donc, à 0, quand la tension est nulle, le courant est nul. Quand la tension est négative, le courant est très petit. Et quand le courant est positif, quand la tension est positive, on a un très grand courant.
Donc, maintenant, si on regarde dans cette truc, où est le régime de la réponse linéaire? Le régime où on a le droit d'écrire une conductance. Donc, ça veut dire qu'on a le I est égal à J fois V. Et par la magnitude de V, G fois V. C'est cette petite zone ici. Où même dans un truc aussi asymétrique qu'un diode, il y a une petite zone au milieu où tout est symétrique. Et ça, formellement, c'est la seule zone où on a le droit d'écrire une équation comme ça, identifier une conductance, parce que la conductance, c'est la constante de proportionnalité. Ouais, ça, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au premier ordre, tout est linéaire. Donc, à premier ordre, tout est linéaire, et donc tu dois aller plus loin que le premier ordre. Donc, le moment que tu passes sur un petit